s'il y a des questions dans la salle. En attendant peut-être une question dans la salle, moi j'ai une question pour Pierre-Emmanuel, parce que on voit bien que les critères diagnostiques de la maladie veineuse portocyle-sinusoïdale, c'est important, tu l'as dit, aussi bien pour le soin, mais aussi pour les études à venir. Mais alors, tout le monde n'a pas un anapathe de haute qualité et d'expérience dans sa poche, si je puis dire. Et donc ça, c'est peut-être quand même une limite pour la diffusion de ces critères. Et puis, à l'inverse, je me disais, 10 mm, c'est quand même pas si mal, versus 15. On baisse un peu la sensibilité du diagnostic de cirrhose. Mais est-ce que pour autant, si on n'atteint pas les 15, est-ce que ce serait pas dommage d'éliminer, tu vois, ces patients dans des inclusions d'études, dans la mesure où finalement la sensibilité reste quand même correcte? La deuxième question, est-ce que finalement dans les essais on les garde, donc dans le Paris PSVD meeting, le deuxième jour, il y a justement une session dédiée aux critères d'inclusion dans les essais. Autrement dit, ce que tu pointes, c'est est-ce que finalement on pourrait être plus lâche dans les essais? C'est difficile, la biopsie, il y a un cortège de signes. Est-ce qu'on pourrait être plus lâche dans les inclusions? À titre personnel, je pense que si le malade il a 2 fibroscans inférieurs à 10 kPa et des varices phagiennes, selon les données qu'on a publiées avec Laurel Krief, la probabilité qu'il n'ait pas de MVPS, elle est quand même très très faible. A fortiori, si c'était une biopsie qui est aussi, même s'il n'atteint pas le seuil officiel, si je puis dire. Donc voilà, à titre personnel, moi je suis assez d'accord, mais on a une session dédiée à ça et derrière il y aura normalement un position paper, endpoint in clinical trials for PSVD qui doit aborder ça aussi. Est-ce que c'est la règle de la nomenclature point ou est-ce qu'on peut aller plus loin pour les essais cliniques? Deuxième point que tu mentionnes, c'est l'anapathe. Alors ça, c'est un travail majeur qui est en cours. Alexandre Seyadi qui est là va en parler cet après-midi. Dans le cadre du cost action et dans le cadre aussi on a un nomenclature meeting qui aura lieu la veille, donc le 4 et 5, c'est le Paris PSVD meeting, et la veille, il y a un nomenclature meeting à Paris qui aura lieu, qui est dans le chair, c'est Virginia qui nous a rejoint, qui est au premier rang, Virginia Nandéja, où il y aura 16 représentants de société internationale qui seront là, deux de chaque continent, grossièrement, et 2 anapathes et 2 hépatologues par continent. Donc 16 représentants. Il y a un travail intense qui a lieu actuellement pour redéfinir, ou en tout cas se mettre d'accord sur les critères de la MVPS, tout, et notamment l'anapathe. Et là, on est reparti de zéro, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a redéfini la taille de la biopsie, vous avez vu. Alexandre vous parlera des lésions élémentaires. Qu'est-ce que c'est la normalité, qu'est-ce qui n'est pas normal. Et donc voilà, on construit les signes d'hypertension portale, qu'est-ce qui est un signe d'hypertension portale vraiment. Donc vraiment, on a remis tout à plat dans les critères pour essayer de construire quelque chose qui est à la fois beaucoup plus evidence-based que était la définition initiale et plus embrassé par la communauté. Vraiment important d'aller à ce meeting apparemment. Des questions Moi, j'ai une petite question, éventuellement, ça rejoint un peu la question d'Emmanuel. Est-ce que le nombre d'espaces portes est pris en compte dans l'évaluation ou pas? J'ai honte de répondre devant nos anapathes, mais comme je parle avec eux quotidiennement, je vais le faire quand même. En fait, les anapathes ont l'impression que... Donc la réponse est non, directement, pour aller droit au but. Même si dans la première définition de PSVD, on avait dit qu'il fallait 10 espaces portes. Finalement, on l'a enlevé discrètement dans Baveno. Et pour quelle raison? C'est que les anapathes ont l'impression qu'il y a un manque d'espace porte en cas de PSVD. Et donc que finalement même peut-être que le fait d'avoir moins d'espace porte sur une biopsie, ça serait même peut-être un signe de PSVD. Et donc de ce fait, le nombre d'espace porte n'est pas considéré comme critère. Espace porte, longueur de biopsie, par exemple. Exactement, ça serait un signe de PSVD. Alors ça reste, Alexandre est sur le coup, et ça reste un élément à déterminer, mais clairement c'est, en tout cas, ne pas prendre en compte dans les éléments de qualité. On a le temps pour encore une question dans l'assistance, peut-être. Oui. Cholangite sclérosante. Est-ce qu'il y a un infiltrat lymphocytaire autour de ces cholangiocytes? Parce que, en fait, dans les images que j'ai vues là, j'ai pas l'impression que dans le modèle murin, il y a une action du système immunitaire autour de ces cholangiocytes. Et est-ce que finalement, dans cette pathologie, il y a
un autre facteur déclenchant ou qui va induire cette apoptose. Mais bon, voilà, c'est parce que j'ai pas l'habitude de voir c'est sur la cholangite. Dans la cholangite biliaire primitive. Sclérosante. Alors, c'est quel article sur les premières images. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de voir les biopsies de patients. Et est-ce qu'il y a, contrairement à la CBP ou à la HAI, est-ce qu'il y a vraiment un infiltrat au niveau de ces cholangiocytes autour de cette fibrose et de cette apoptose? Alors, pour la Claudine, c'est l'article de la Claudine, hein, c'est ça? Ouais. Donc, alors, effectivement, nous, c'est quand même une maladie qui est beaucoup moins inflammatoire, en tout cas au stade où on la diagnostique nous, parce que généralement, on est déjà au stade de fibrose autour du canal biliaire, et effectivement, l'infiltrat inflammatoire, il est quand même beaucoup moins important que ce qu'on peut voir à un stade plus tardif de la CBP, par exemple, ou l'infiltrat inflammatoire. Donc, effectivement, c'est pas un très bon marqueur de jugement chez l'humain pour essayer de mieux caractériser les événements inflammatoires, mais quand on regarde quand même dans des modèles murins, ABCB4 notamment, il y a quand même un infiltrat inflammatoire important, et c'est quand même quand on met des molécules qui inhibent, que ce soit la claudine ou nous on l'a fait avec RIPK1, on voit quand même nettement une diminution de l'infiltrat inflammatoire et des marqueurs d'inflammation, soit en PCR ou en RNA-seq quand même. Donc il y a, je pense, une petite discordance entre la maladie qu'on peut diagnostiquer chez l'homme et les modèles murins qu'on peut utiliser. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, Aurélie? Est-ce qu'on est loin du coup, que ce soit dans votre présentation, on est loin de la possibilité d'avoir des outils thérapeutiques chez l'homme avec des mécanismes en cyclonie ou anti-nécroptose? Alors pour la nécroptose, on n'est pas loin du tout, évidemment, je vais dire. C'est des molécules, en tout cas les inhibiteurs de RIP15, ce sont des molécules qui sont développées chez l'homme. Il y a des essais de phase 1, il y a même des essais de phase 2 maintenant, chez des sujets sains, chez des sujets qui ont des neuropathies dégénératives. Donc, on n'est pas loin. Après, je reprends la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Malheureusement, les modèles qu'on a actuellement murins ne sont pas tout à fait pareils que la CSP chez l'humain. Non, avec par exemple la nécroptose, on vise quand même à diminuer la mort cellulaire, donc l'inflammation. Et comme tu le sais, quand on diagnostique des CSP, on est quand même plus au stade inflammatoire. Hein. On est déjà une sclérose autour du canal biliaire, et c'est, à mon avis, ça la principale difficulté. Alors, figure-toi qu'il y a une activation de la nécroptose dans l'intestin chez les Mickey, et effectivement, il est possible que comme tout ce qu'on fait dans la CSP, on commence par les Mickey, et on va regarder ce que ça fait sur le foie, parce que c'est plus avancé dans les Mickey. Ouais. Si je peux me permettre juste un commentaire, chez l'enfant, quand même, on a la chance de quand même attraper plus souvent la CSP à un stade inflammatoire et débutant, et possiblement à un stade de lésion histologique sans encore lésion radiologique avérée. Donc il y a peut-être une petite fenêtre thérapeutique supplémentaire sur l'enfant qui n'est pas forcément la population la plus facile à étudier, mais qui a peut-être un meilleur potentiel à en bénéficier de ces thérapeutiques. Si tu avais une question sur aussi dans le... Donc en fait, la discussion est un petit peu différente entre la atrésie biliaire et les cholestases génétiques, puisque les cholestases génétiques, c'est des maladies monogéniques, donc on connaît le gène, c'est beaucoup plus simple. Et dans le cadre de l'atrésie biliaire, on n'est pas sur quelque chose de monogénique, et c'est plutôt de l'ordre de la voie de signalisation, donc c'est plus vaste. Mais néanmoins, effectivement, ces méthodes d'études composites, en fait, d'organoïdes composites, on appelle ça maintenant des assembloïdes, et vraiment prometteuse. Oui, oui. Je crois qu'il y avait une question. J'ai vu une... si on a le temps, parce que c'était juste une question sur la claudine 1, sur l'inhibiteur de claudine 1. Comme ça fait partie des jonctions, est-ce qu'il n'y a pas des effets toxiques importants? Écoute, dans leur modèle de murin, ils les ont pas mis en évidence. En tout cas, il n'y avait pas tu vois, de mort cellulaire, de dislocation de l'épithélium, par exemple. Donc, c'était pas quelque chose qui était remarqué, parce que il y a une partie jonctionnelle, mais il y a aussi une forme non jonctionnelle, et celle-là, elle est plutôt impliquée dans la signalisation. Alors, bon, leur anticorps, il n'était pas spécifique d'une de ces deux formes, mais il est possible que si on arrive encore plus à cibler cette protéine, cette forme non jonctionnelle, on pourrait en plus essayer de se démarquer se détacher de ce problème. Si je puis me permettre un commentaire,
il y a quand même une maladie génétique qui a un déficit en claudine qui s'appelle le syndrome Niche, qui associe une ichthyose et une cholangite sclérosante. Et si je me souviens bien, c'est moins mon secteur, mais il me semble que la claudine 1 est aussi un co-récepteur de l'entrée du virus C dans l'hépatocyte. Et il avait été envisagé d'utiliser des inhibiteurs de claudine 1, enfin de moduler la claudine 1 pour lutter contre le virus de l'hépatite C, à l'époque où on n'avait pas les traitements antiviraux qu'on a aujourd'hui. Et la question d'effets secondaires avait été justement soulevée, il y avait plutôt empêcher ce type de développement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais il faut être prudent quand même. Pas cette historique sur l'hépatite C. Merci.